Alors, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour modérer cette session de la SOGC sur la prise en charge des fibromes et de l'endométriose, des progrès qui ont été dans les dernières années. C'est deux sujets qu'on rencontre beaucoup en gynéco et sur lesquels on a toujours à apprendre. Alors, ce soir, il nous fait plaisir d'accueillir Madeleine Lemire qui va faire la présentation. C'est vraiment un plaisir d'être là, Madeleine, avec toi ce soir. Tu es vraiment une gynécologue que j'admire beaucoup. Puis je suis très contente que ce soit toi qui donne ça à la fine pointe de tout. Dr Lemire est gynécologue au CHU de Québec. Elle a fait son doctorat en médecine là-bas et sa résidence à Québec aussi. Et elle a fait son fellowship en laparoscopie à l'université pardon, de Stanford, qui est près de San Francisco. Et donc, depuis, elle a toujours travaillé dans ce domaine pour approfondir ses connaissances. Elle travaille aussi beaucoup dans l'enseignement, autant aux résidents qu'aux fellows, et elle fait aussi de la recherche clinique. Alors, je pense qu'on a vraiment la bonne personne pour nous faire apprendre des choses ce soir. Alors, merci Madeleine. Donc, on va vous demander de garder vos questions pour la fin. En fait, on va répondre aux questions à la fin, mais s'il vous plaît, écrivez-les dans le chat et on va les poser à la fin à Dr Lemire. Je crois que ça va être plus simple comme ça pour tous. Alors, merci Madeleine et à toi la parole. Merci Chantal, ça me fait plaisir de vous rencontrer ce soir, là, même si c'est en virtuel, puis je n'ai pas la liste là, de tous les gens qui sont présents. Je vais essayer de ne pas prendre toute l'heure qui nous est accordée pour que vous puissiez amener des cas cliniques, puis si je peux vous faire bénéficier de mon expérience, ça va me faire vraiment plaisir. Alors, j'essaie de faire une revue relativement complète là, de ce qui s'est passé de nouveau, disons, dans les 5 à 10 dernières années, en mettant l'accent sur les 2 derniers mois, sur la scène canadienne là, dans le traitement de ces pathologies-là. Euh, je divulgue d'abord mes conflits d'intérêts. Là. J'entretiens des liens de consultation ou de conférencières et c'est des compagnies qui subventionnent le programme de fellowship que nous, on offre à l'Université Laval là, avec les compagnies AbbVie, Pfizer, Hologic, Olympus et Searchlight Pharma qui font des produits là, qui aident à traiter mes patientes. J'ai aussi comme conflit d'intérêt que j'adore opérer de l'endométriose et des fibromes, mais je vais passer un bon moment à parler du traitement médical parce que je veux vraiment être certain que j'opère une patiente dans le but de l'aider et de ne pas lui nuire. Et s'il arrive un problème à la chirurgie, je vais être certain que j'avais fait tout ce qu'il faut pour éviter de l'opérer, pas juste pour mon plaisir, mais vraiment pour son bien. Alors, le plan de la présentation, je vais vous parler d'abord d'endométriose, le fardeau de la maladie, les options de prise en charge avec un accent sur les nouveautés. Puis ensuite, on va s'attarder un peu au fibrome utérin. Évidemment, il y a beaucoup de redondance, là, fait que je ne vous présenterai pas les mêmes diapos sur les deux pathologies. Puis ensuite, si vous avez des cas que vous voulez discuter ou des questions précises, ça me fera vraiment plaisir. Donc, on commence avec l'endométriose. L'impact de l'endométriose sur les femmes est immense. Donc, environ 10% des Canadiennes souffrent d'endométriose, donc on en connaît tout autour de nous. Et l'impact est autant physique, psychologique, social. Il y a évidemment là, le tableau douloureux qui est prédominant, autant de la dysménorrhée, la dyspareunie, puis la douleur pelvienne non menstruelle, c'est une notion qui est apparue un peu dans les dernières années, là, d'identifier le problème de la douleur pelvienne non menstruelle. Cette douleur-là, elle est très, très lourde pour les patientes. Elle n'est pas soulagée par l'aménorrhée nécessairement. Elle est multifactorielle. Souvent, elle va résulter de l'accumulation d'endométriose qui n'a plus le temps de guérir entre les cycles menstruels parce que là, il y a la fibrose intense qui s'est installée. Il va y avoir une composante myofasciale, il va y avoir de la sensibilisation centrale et des fois, si on réussit à traiter la pathologie en tant que telle de l'endométriose, il va ensuite falloir adresser la composante myofasciale ou de sensibilisation centrale avec des médicaments qu'on n'avait pas appris à utiliser il y a une vingtaine d'années. Puis, avec des physiothérapeutes pelvipérinéales, commence à en avoir de plus en plus. Donc, ça, c'est quand même un peu nouveau quand j'ai fait mon cours de médecine, puis quand j'ai commencé ma pratique il y a 15 ans. On était très peu alerte sur la composante de douleur pelvienne non menstruelle. Fait que ça, j'identifie ça, moi, comme une nouveauté des dernières années.
Évidemment, l'endométriose va, avoir un impact sur la fertilité, le travail, les relations sociales, les études des patientes. Déjà en 2013, on avait évalué là, que l'ensemble de la qualité de vie des patientes était affectée vers le SF36, comparable à ce qu'on trouve dans les études sur la maladie de Crohn. Donc, quand quelqu'un nous dit qu'on a la maladie de Crohn, on va dire: Ah, pauvre toi, c'est donc bien pas drôle. Ben, l'endométriose, c'est une maladie qui est aussi sévère. Il ne faut pas oublier le fardeau des traitements que ces patientes-là se voient infliger, que ce soit des chirurgies répétées, que ce soit des médications prolongées par différents modes d'administration avec différents profils d'effets secondaires, des coûts. Euh, les traitements aussi sont importants. Et en 2013, malgré les traitements qui étaient disponibles et qui étaient offerts aux femmes, 70% des femmes se plaignaient de devoir vivre avec des symptômes. Heureusement, il est arrivé dans les 10 dernières années quand même des nouveaux produits qui, j'espère, diminuent là, le nombre de patientes non soulagées, mais quand même, ça demeure une pathologie complexe. Donc, l'endométriose, ça doit maintenant être vu comme une maladie chronique, complexe, qui suit la femme de son adolescence jusqu'à sa ménopause et non pas une dysménorrhée secondaire qui apparaît à 40 ans. C'est beaucoup plus compliqué que ça. 60% des femmes là, vont avoir développé des symptômes avant l'âge de 30 ans. Les symptômes sont créés par les dépôts extra-utérins, parfois même extragénitales, ce qui nous amène à devoir collaborer avec d'autres spécialités pour les adresser. De cellules endométriales que j'appelle mutées. Pourquoi mutées? Ce sont des cellules qui, comme les cellules endométriales, sont estrogénodépendantes, mais qui ont développé une certaine résistance relative à la progestérone pour subsister. Donc, si on compare l'endomètre à du gazon, la progestérone étant la tondeuse qui vient faire l'entretien du gazon mensuellement et l'estrogène, l'engrais qu'on met dans le gazon, bien, les implants d'endométriose, eux autres, ils se trouvent mal garnis en tondeuse. Donc, la tondeuse va avoir de la misère à faire son travail habituel. Donc, si on opte pour un traitement à base de progestérone, il va falloir être très agressif dans la progestérone qu'on va utiliser. Fait que ça aussi, c'est des choses on a découvert dans les dernières années. Et ça va provoquer un syndrome d'inflammation chronique avec des répercussions multisystémiques. Donc là, on sait que ces patientes-là vont faire beaucoup plus de syndrome de côlon irritable, de syndrome douloureux de la vessie ou de cystite interstitielle, de fibromyalgie, de migraine, sans compter toutes les troubles de l'humeur qui peuvent en résulter. En 2010, la SOGC était déjà à l'avant-garde sur la scène internationale en écrivant noir sur blanc que l'endométriose ne nécessite pas un diagnostic chirurgical pour amorcer un traitement et qu'un diagnostic clinique présomptif était suffisant pour soulager les patients. On a vraiment fait rire de nous à certains congrès où j'ai assisté là, en Italie, entre autres. Euh, ils nous considéraient comme paresseux, voulant pas opérer. Notre social medicine ne le permettait pas. Et maintenant, à travers tous les pays industrialisés, c'est vraiment la norme là, de considérer un traitement sans passer par la laparoscopie. Donc, une patiente présente une dysménorrhée. Dans le fond, le but de la laparoscopie diagnostique, c'était de faire la différence entre une dysménorrhée primaire et une dysménorrhée liée à l'endométriose. Et c'était si on considère que nos laparoscopies étaient 100% sensibles pour la détection, alors qu'il y a eu des articles qui ont démontré que si on enlève les péritoines sains, on va trouver de l'endométriose et que notre corrélation n'était pas nécessairement parfaite. Euh, donc, toute patiente qui présente une dysménorrhée incapacitante significative, on va lui offrir un traitement médical qui peut être, par exemple, un contraceptif combiné, là, dépendant de l'âge et de ses autres besoins. Et si la patiente continue à être symptomatique, ben là, on va aller vers un traitement un petit peu plus ciblé, dont je vous parle la prochaine diapositive. Les indications de chirurgie sont maintenant restreintes. Donc, on ne me réfère plus des patientes qui sont rendues à leur 9e laparoscopie d'endométriose. Je n'ai pas vu ça depuis au moins 5 ans, là. Des chirurgies répétées là, qui frôlent la dizaine. Il va demeurer des indications pour certains kystes et non plus tous les kystes, pour certaines atteintes extragénitales, mais pas toutes, certaines infertilités et l'échec aux traitements médicaux. Mais les traitements médicaux se sont améliorés, se sont diversifiés, donc les échecs sont moins fréquents.
Quand on opte pour une chirurgie, parce que ça demeure mon dada, euh, la chirurgie en tant que telle a beaucoup évolué, pas juste au niveau de la formation des gens, mais au niveau des missions qui nous sont confiées. Donc, quand on planifie une chirurgie d'endométriose, maintenant, c'est beaucoup plus long, complexe, ça demande une discussion approfondie puis une évaluation complète du dossier avec la patiente. Est-ce qu'on fait une chirurgie conservatrice ou définitive? Même ça, les définitions ont évolué. Euh, Parce qu'il y a les chirurgies qui vont préserver la fertilité, mais ensuite, est-ce que ça va préserver la fonction hormonale en fonction de l'âge? Si on voit des implants péritonéaux, parce que l'endométriose, c'est généralement le plus une maladie qui préconise là, vraiment l'implantation dans le péritoine, bien, on va viser une dépéritonisation jusqu'en tissu sain plutôt que de faire quelques brûlures locales avec le palpateur coag, comme quand j'étais résidente, pour vraiment enlever la maladie puis permettre à du péritoine sain de prendre la place du péritoine malade qu'on a excisé. Quand on va faire des kystectomies, on va les faire de façon beaucoup plus minutieuse avec une considération pour la réserve ovarienne en minimisant l'électrocoagulation. Puis, le plus souvent, on va tenter de conserver du tissu ovarien sain. Donc, j'avais été élevée à l'époque où est-ce qu'on disait quand on fait une chirurgie définitive, on enlève les ovaires parce que sinon, il y a 40 de réintervention à 5 ans. Mais la chirurgie en tant que telle, conservatrice d'un morceau d'ovaire sain a tellement évolué où est-ce que maintenant on est capable d'aller enlever des nodules, des implants, des adhérences ailleurs de manière à ne plus laisser de cellules malades. Ce n'est pas impossible que ça récidive quand même, mais on a des meilleurs traitements adjuvants pour éviter et on a fait une meilleure chirurgie. Donc, les taux de réintervention ont beaucoup diminué, même si on préserve un ovaire. Puis, on a appris en parallèle que de préserver du tissu ovarien, ça avait des bénéfices sur l'espérance de vie. Donc, ça aussi, la chirurgie a beaucoup évolué dans sa nature même. Ce qui me mène au paradigme du traitement chirurgical de l'endométriose à travers toute la vie reproductive. Si on commence avec la ménarche, on pose un diagnostic clinique présomptif précoce. J'ai même opéré une patiente de 9 ans qui avait eu sa ménarche 2 mois auparavant, qui avait un gros endométriose de stade 2 bulleuse avec des implants noirâtres là, diffus puis des grosses douleurs. Donc, on commence à y penser beaucoup plus tôt. Nos adolescentes qui ont mal au ventre, ils ne veulent pas toutes juste manquer de l'école. Ils peuvent vraiment commencer à souffrir d'endométriose, puis ça va tout changer leur perception de leur féminité, de leur reproduction, de leur vie sexuelle, de leur féminité. Il faut leur adresser leur permettre un traitement précoce. Rappelez-vous que 30 des femmes qui ont d'endométriose, leurs descendantes vont en avoir. Donc, c'est des petites filles qui grandissent avec l'image que c'est normal d'avoir mal au ventre parce que ma mère, elle manquait du travail quand elle était menstruée. Donc, moi, je manque d'école, c'est normal, mais c'est pas plus normal. Donc, et ils sont moins prompts à consulter. Ensuite, on va leur trouver un traitement médical de longue durée qui va être interrompu si elles souhaitent concevoir une famille pour laquelle on va rapidement les investiguer. Si au bout de 6 mois, il n'y a pas de conception, on va leur offrir des traitements de fertilité. Et une fois la famille complétée, on va tenter de trouver un autre traitement médical longue durée qui va faire le pont jusqu'à leur ménopause. Donc, dans un monde idéal, maintenant, je ne sers plus à rien, pas de place, pas besoin de chirurgie. Par contre, évidemment, ce n'est pas toujours comme dans les livres. Donc, il va y avoir une chirurgie qui peut être effectuée, idéalement quand la patiente est prête pour sa fertilité. On a une bonne chirurgie pour améliorer la fertilité de la patiente. On va essayer de ne pas la gaspiller quand elle a 17 ans. Donc, ça aide les patientes aussi à accepter la non-chirurgie précoce, si on peut dire. Bien, on va trouver un traitement médical qui ne sera peut-être pas parfait, mais qui va permettre de t'opérer au moment où est-ce que de toute façon, tu ne seras plus une candidate au traitement médical vu que tu vas vouloir concevoir et on va faire d'une pierre deux coups. Il va y avoir une autre place pour la chirurgie lorsque on n'arrive pas à avoir un rapport bénéfice, effet indésirable intéressant et que la patiente, on s'aperçoit qu'elle ne se rendra pas à la ménopause avec un traitement médical malgré tout notre bon vouloir. À ce moment-là, il va y avoir une place pour une chirurgie plus définitive. Et peu importe la chirurgie, considérer un traitement suppressif préventif post-opératoire, on a des belles études qui nous montrent là, que ça va aider. J'aime dire aux patientes qu'on va leur laisser au moins plusieurs mois se rebâtir du péritoine sain
et non pas se faire des menstruations rétrogrades dans des plaies ouvertes où est-ce qu'on a enlevé le péritoine, qui est un peu la protection. Et sinon, ça permet la réimplantation précoce. Traitement médical maintenant, le cœur du sujet de ce soir. Donc, il y a deux grands mécanismes de traitement causal là, qui vont vraiment aller s'attaquer à l'endométriose. Les progestatifs et les modulateurs de la GnRH. Donc, les progestatifs, dans le fond, je vous ai dit tantôt que les implants pouvaient être résistants à la progestérone. Pourquoi je vous parle de progestérone? Bien, parce que ça va quand même aider. C'est juste qu'il va falloir engager plusieurs gars pour venir tondre le gazon, vu que la tondeuse standard, elle va être moins efficace. En augmentant la progestérone sérique, on va stabiliser les cycles. On va avoir un niveau stable. On va par le rétrofeedback, on va réduire le niveau d'estrogène, mais on va le réduire à un niveau comparable au niveau physiologique du début de la phase folliculaire. La plupart des produits à base de progestérone vont causer une anovulation, un peu moins avec le stérilet, l'évonorgestrel, le Mirena, puis un peu moins aussi avec le Micronor, que d'ailleurs on n'utilise pas là, vraiment dans le traitement d'endométriose. Mais avec les autres produits, généralement, on va être anovulaire, aménorrhéant dans une bonne proportion des patientes. Et on va même avoir une action directe sur les implants pour certains produits qui a été démontrée avec le Dienogest, une action antiproliférative, anti-angiogénique et anti-inflammatoire directe. Donc, on va parler directement aux implants, puis on va leur empêcher leur mécanisme de reproduction pour freiner leur progression. D'un autre côté, on a les modulateurs de la GnRH. Je les regroupe comme ça. Leur but va être de bloquer la production d'estrogène par les ovaires en jouant sur les messages centraux. Donc, on a les agonistes en injection que vous connaissez tous et qui étaient déjà en place bien avant que je commence à comprendre la gynécologie. Donc, le plus étudié en gynécologie, l'acétate de l'euprolide, qui est une injection intramusculaire. Le goséréline, qui est devenu un petit peu plus populaire quand on a eu des problèmes d'approvisionnement dans la pandémie. Euh, le, les implants sous-cutanés, puis les intranasaux aussi qui peuvent être utilisés, mais qui sont vraiment mal commodes parce que c'est 2 fois par jour, il ne faut pas avoir le rhume. Fait que ces temps-ci, il y a beaucoup de patientes là, qui souffriraient de leur endométriose. Nouvellement, dans les 5 dernières années, on a vu apparaître les antagonistes purs. Dans le fond, c'était logique d'essayer. Pourquoi on voulait un effet antagoniste? On utilisait un agoniste parce qu'on n'avait pas mieux. Mais maintenant que l'industrie pharmaceutique nous a permis d'avoir un antagoniste pur, ça plaît à l'esprit. Donc, on a l'Elagolix qui est arrivé il y a environ 5-6 ans, qui est disponible en 2 dosages. Et on a tout nouvellement le Relugolix qui vient d'être approuvé au Canada dans un format combiné avec une hormonothérapie de remplacement, le Vifemry. Donc, je vais vous en parler un peu plus parce que c'est toujours plaisant d'être au courant des nouveaux produits. Si on revoit un peu la physiopatho, je suis un peu tannante, pas parce que je suis fondamentale, mais je pense que c'est important qu'on comprenne ces médicaments-là parce qu'en traitement d'endométriose, il y a beaucoup d'essais-erreurs et il faut savoir qu'est-ce qu'on adresse, qu'est-ce qui est dans la même classe, puis l'expliquer aux patientes. Nos patientes là, sont rendues tellement informées, ils ont le droit de savoir, comprendre, puis ça va vraiment aider la compliance. Eux autres, leur mère, leur grand-mère se sont fait opérer. Fait qu'il faut aller au fond des choses pour leur expliquer pourquoi pour eux, le mieux, c'est pas d'être opéré 10 fois. C'est pas juste parce qu'on n'a pas d'accès à la salle d'opération qu'on ne les opère pas 10 fois. Donc, si on regarde à gauche, la sécrétion de la GnRH, je vous rappelle que l'hypothalamus sécrète de façon pulsative de la GnRH. Quand ces messages-là arrivent à l'hypophyse, elle sécrète la FSH, la LH, qui va aller dire à l'ovaire de fabriquer les stéroïdes sexuels, donc l'estrogène, la progestérone. Je vous ai mis ici en gris là, la fluctuation des estrogènes au cours du cycle. Quand on utilise un agoniste, on va aller se lier au récepteur. Initialement, remarquez qu'on va atteindre des niveaux d'estrogène supraphysiologiques pour les 10 premiers jours. C'est assez malcommode quand on sait qu'on a une condition estrogénodépendante, donc on peut exacerber les symptômes de la patiente si elle est dans la phase réceptive. Fait que ça, c'est pas très bon pour l'acceptabilité de la médication. Mais éventuellement, le récepteur, la molécule va rester liée au récepteur, donc le récepteur ne sera plus disponible pour recevoir les messages pulsatiles, donc il va être épuisé et les taux d'estrogène vont diminuer, 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 et au bout d'un mois, on va atteindre des niveaux hypoestrogéniques, donc qui sont comparables au niveau qu'on a
à la ménopause. Et on sait qu'à la ménopause, les patientes sont plus symptomatiques. Quand on utilise un antagoniste direct, bien, on va tout de suite aller diminuer la production d'estrogène. Comment? Ben, c'est un médicament qui est un compétiteur pour les récepteurs. Donc, une partie des capuchons vont être bloqués. Ce n'est pas une hormone hein, qu'on donne aux patientes quand on donne un antagoniste, c'est vraiment une protéine qui va se lier au récepteur qui va empêcher la GNRH de faire une partie de son travail. C'est un peu comme si on mettait une sourdine dans une trompette. Il y a certaines patientes qui ont donc peur de prendre des hormones. On peut leur expliquer que ce n'est pas une hormone, c'est vraiment juste une protéine qui va diminuer le fonctionnement des hormones chez la femme. Dans le fond, là, on est tous d'accord que les femmes ont besoin d'hormones sexuelles, mais c'est les hormones sexuelles qui nuisent à leur endométriose. Donc, l'idée, c'est de trouver le niveau d'estrogène optimal, la fenêtre thérapeutique qui va faire que les lésions ne sont pas stimulées, mais la patiente n'est pas incommodée par des symptômes vasomoteurs ou de la perte de densité minérale osseuse. En anglais, on appelle ça le sweet spot, mais c'est vraiment là où est-ce que les lésions sont atrophiées, mais les estrogènes sont à un niveau confortable. Cette fenêtre-là, elle se situe quelque part entre 25, 30 puis 50 picogrammes d'estradiol par millilitre de sang. Elle peut être un peu différente d'une femme à l'autre, d'un implant d'endométriose à l'autre, parce qu'il y en a qui vont être plus mutés, d'autres moins mutés. Et ça va dépendre aussi du niveau de tolérance de chaque patiente aux symptômes vasomoteurs, des habitudes de vie sur la DMO pour voir ce qu'on peut tolérer, puis du niveau de douleur. La patiente qui est légèrement incommodée par sa douleur, elle ne sera pas prête à tolérer beaucoup de chaleur. La patiente pour qui ça empoisonne sa vie, elle, changer un mal de ventre épouvantable par une bouffée par jour, est peut-être bien heureuse de ça. Fait que la fenêtre, elle peut varier d'une personne un peu à l'autre. Si je vous le présente autrement, dans le fond, à gauche, vous avez les niveaux d'estrogène qui sont atteints chez une patiente qui n'est pas traitée. Le bandeau vert, c'est la zone confortable. Le bandeau bleu-gris, c'est la zone dans laquelle on se sent ménopausé. Donc, avec les antagonistes à faible dosage, comme on a dans l'orange, on atteint la zone confortable, on dépasse un petit peu des fois. Donc, si on a une maladie très sévère, c'est possible que la patiente elle trouve qu'elle n'est pas tant améliorée. C'est pour ça qu'on voit que on a des échecs à cette dose-là, mais on a des patientes qui ils vont tomber dans la bonne zone. Si on donne des antagonistes à haute dose, bien là, on tombe dans la zone ménopausique. On a un bel effet suppressif, mais on a à gérer là, les effets indésirables. C'est la même zone qu'on va atteindre avec des injections de leuprolide. Et la petite case rouge, c'est comme la patiente qui serait sous traitement optimal. Donc, on l'a supprimé, mais on l'a réplété assez pour qu'elle soit confortable. Donc, si je reviens à mon traitement longitudinal, il y a tous ces produits-là qui doivent être proposés à la patiente pour faire un essai-erreur. Moi, je demande en général aux patientes, du moins avant d'avoir un traitement médical d'un traitement chirurgical définitif, d'avoir au moins expérimenté des produits dans les deux couleurs. Donc, on va aborder un petit peu plus là, le nouveau produit. Si on le compare, là, dans le fond, les trois classiques là, pour traiter l'endométriose, on a le Dienogest, on a l'acétate de leuprolide, puis on a les antagonistes comme le Relugolix. Si on regarde les taux d'estrogène qu'on a avec le Dienogest, il y a une demi-vie d'environ 10 heures. On peut le donner une fois par jour, puis on va être en général dans la zone thérapeutique avec une bonne anovulation. Il y a très peu de patientes qui ont ovulé, une grosse atrophie de l'endomètre, puis un taux d'aménorrhée qui est intéressant. On peut avoir un peu de SUA quand même, de spotting, surtout chez les patientes qui ont de l'adénomyose, surprenamment, mais en général, ça se passe assez bien. Quand on utilise le premier antagoniste qu'on avait, l'Elagolix, vous allez remarquer que sa demi-vie, elle est très courte de 5 heures. Donc, si on le donne une seule fois par jour, on supprime l'axe de façon très partielle. On arrive quand même proche de la zone grise, des fois un petit peu au-dessus. On va avoir des patientes qui vont ovuler. On va avoir des patientes qui vont tomber enceintes. Puis les règles vont généralement perdurer, mais vont être diminuées en intensité. Si on donne le 2 fois par jour, ben, c'est un peu plus mal commode, mais là, on a une suppression qui se rapproche de la suppression des agonistes. Le Relugolix.
à 40 mg va nous supprimer en un comprimé par jour à un niveau comparable aux agonistes. Pourquoi? Parce que sa demi-vie est de 25 heures. Donc, c'est un produit là, qui est très puissant pour supprimer l'axe. Au Canada, il n'est disponible en association avec une hormonothérapie. Donc, un comprimé par jour qui inclut tout. Alors que quand on a l'injection une fois par mois ou une fois par 3 mois, on rajoute soit un gel ou un comprimé plus une progestérone. Ça fait un paquet de médications. Donc, c'est quand même très simple à expliquer, à prescrire pour la patiente. Et l'hormonothérapie qui est dedans, c'est l'équivalent de l'Activelle qu'on avait déjà sur le marché. Donc, certains d'entre vous connaissent quand même probablement bien. Et en association, vous voyez, on va arriver dans la zone là, de sweet spot, donc la fenêtre thérapeutique idéale. Au Canada, depuis la fin janvier, ce produit-là est disponible dans les pharmacies et l'indication, si on regarde le libellé, c'est chez les femmes non ménopausées pour la prise en charge d'éménorrhagie associée au fibrome utérin dont je vous parle dans quelques minutes et pour la prise en charge des douleurs modérées ou sévères associées à l'endométriose. Donc, on a les deux indications, comme là maintenant l'acétate de leuprolide. Les contre-indications maintenant, ben ça, c'est différent d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, ça fait un peu plus longtemps qu'ils l'ont. Au Japon aussi, en Europe. Puis les monographies ne sont pas toutes concordantes. Au Canada, on arrive avec la monographie qui nous a été fournie. C'est-à-dire que les contre-indications, là, y incluent un trouble thromboembolique veineux ou artériel présent ou un antécédent, une hypercoagulopathie, une hypertension non maîtrisée, des migraines neuro-ophtalmiques avec aura ou un tabagisme en haut de 35 ans. Fait qu'on se croirait qu'on donne un contraceptif hormonal combiné avec des niveaux d'estrogène supraphysiologiques, alors qu'on a des niveaux d'estrogène qui sont sous-physiologiques quand la patiente prend le Relugolix plus un Estras 1 mg. Donc, je ne sais pas qui a copié-collé cette monographie-là. On a à vivre avec, elle est dedans, mais elle est beaucoup plus large que la monographie de l'Activelle et elle n'est pas basée sur des résultats préoccupants dans les essais cliniques. OK? Fait que si on regarde là, comme il faut toute la littérature qui a été publiée, puis il y en a quand même des grosses cohortes de patients, de plusieurs centaines de patients, il n'y a pas là, de préoccupation particulière avec les thromboembolies, plus qu'avec une hormonothérapie de remplacement standard, mais elle est dans la monographie. Fait que je pense que c'est important que vous le sachiez puis que vous le gériez dans votre pratique. Ensuite, les classiques de cancer du sein, cancer de l'endomètre, les composantes hépatiques liées aux estrogènes, mais il n'y a pas là, de raison de se préoccuper d'un problème hépatique comme on avait eu avec l'acétate du lipristal. Ce n'est pas du tout le même mécanisme, ce n'est pas un SPRM du tout, du tout. Là. Euh, on ne mettrait pas là-dessus une patiente qui souffre déjà d'ostéoporose parce que dans le fond, on va diminuer très, très légèrement sa DMO à un niveau non significatif. Puis une patiente qui prend déjà une contraception hormonale. Donc, je vais vous en glisser un petit mot tantôt, mais la contraception avec ça ne devrait pas être une contraception hormonale. Le but, c'est de supprimer puis de rester avec des niveaux bas. Par contre, en Europe, dans leur monographie, ils recommandent que le premier mois de traitement, il y ait une contraception non hormonale qui soit appliquée et ensuite que ça soit utilisé comme contraception, même si on n'a pas d'indice de PrEP. C'est pour vous dire à quel point toutes les patientes dans la littérature ne veulent pas avec cette médication-là, un peu comme on a avec le dépôt Lupron. Mais les compagnies ne vont pas faire des démarches pour avoir un indice de PrEP, ça coûterait une fortune. Puis, ils savent très bien qu'on va le gérer différemment. Fait qu'on pourra en reparler tantôt si vous avez des questions. Donc, regardons un petit peu là, la littérature. Dans le fond, les études qui ont été faites, qui ont été publiées là, euh, initialement, il y avait un bras placebo. Vous voyez là, la petite zone gris ombragée. Il y avait un bras placebo. Il y avait un bras Relugolix euh, combiné. Le CT, là, c'est avec l'hormonothérapie. C'est vraiment là, comme on a ici le Myfembree. Donc, vous voyez sur la dysménorrhée, les chutes sont rapides. Après 2 mois, on part d'une douleur à 7,5 à peu près, puis on tombe en bas de 2,3, au niveau de 2,3. Puis après, c'est une étude qui a continué pendant 2 ans. Donc, ceux qui étaient dans le placebo ont eu accès aux médicaments et ils ont suivi un peu la même courbe. Pour la douleur pelvienne non menstruelle, c'est toujours plus difficile de voir des différences parce que, comme je vous l'expliquais tantôt, c'est multifactoriel, la partie non menstruelle, mais on voit qu'on est statistiquement significatif.
Et de plus en plus, là, les chercheurs s'intéressent à des scores un peu combinés. On ne regarde pas juste là, les douleurs sur l'échelle visuelle analogue, mais la capacité de mener ses activités quotidiennes, parce que dans le fond, on veut voir la patiente, elle se sent mieux globalement. Et oui, c'est significatif, là, son amélioration de son fonctionnement. Là, j'ai fait quelque chose d'un petit peu non orthodoxe. J'ai sorti les différentes études sur la dysménorrhée. Donc, comprenez-moi bien, là, je n'ai pas fait une étude puis j'ai comparé les différents produits. Ce pas les mêmes femmes qui ont été étudiées. Mais grosso modo, c'est juste pour qu'on voit que ce sont des produits comparables pour traiter la dysménorrhée en termes d'efficacité. OK? À gauche, vous avez l'étude de non-infériorité entre le Dienogest et l'acétate de leuprolide. Donc, le Dienogest en mauve et l'acétate de leuprolide en vert. Et je me suis amusée à mettre les points en jaune qui étaient l'étude sur la dysménorrhée dans le Mirena avec des cohortes comparables, là. Et il commençait avec une douleur un petit peu plus significative. Il finissait avec des douleurs comparables au bout de 6 mois. Donc, tu sais, quand on regarde, c'est assez semblable. Avec le Relugolix combiné, ben, c'est un peu ce qu'on voit aussi. On part avec des douleurs autour de 7, puis on aboutit à des douleurs autour de 2. Fait on est dans le même range. L'Elagolix, ils nous ont mis leur douleur là, en termes de diminution du score initial, mais on voit qu'au bout de 2 mois, on commence à avoir une diminution assez significative qui s'étire, là, qui continue à s'améliorer pour environ les 6 premiers mois, puis ensuite, ça plafonne pas mal. Si votre patiente n'est pas améliorée au bout de 3 à 6 mois, peut-être que ça ne va pas être le bon traitement pour elle. Sur la douleur pelvienne non menstruelle, encore là, on a un bénéfice là, qui se ressemble d'un produit à l'autre si on regarde les deux antagonistes. On n'avait pas cette notion-là de douleur pelvienne non menstruelle lorsque les études ont été faites sur le Dienogest. L'autre chose qui est intéressante, c'est de regarder ça en termes de taux de réponse. C'est quoi les chances que ma patiente que j'ai dans mon bureau à répondre? Bien, ça, c'est la définition de réponse. C'est des cliniciens qui évaluent ben, une amélioration d'1% d'une dysménorrhée, là, ça ne changera rien dans la vie de mes patients. Tu sais, je ne casserai pas ma tête pour un produit qui serait de cet ordre de grandeur-là. Fait qu'il évalue là, qu'il faut qu'il y ait un score de douleur qui baisse d'au moins 2 points. Bon, fait que c'est assez comparable d'une médication à l'autre. Fait que les taux de réponse dans la dysménorrhée avec le Relugolix combiné, on a environ 75. C'est à peu près comparable avec ce qu'on avait avec l'Elagolix BID, des 75. Par contre, l'Elagolix BID, ben, il n'y avait pas d'ADBAC d'inclus là, dans le traitement. Donc, c'est des patientes sans hormonothérapie de remplacement. Vous comprenez que l'acceptabilité, la tolérance de la patiente, ce n'est pas du tout la même chose pour des taux semblables. Puis ça ressemble à peu près au taux qu'on va avoir là, avec les agonistes de la GnRH. Puis quand on avait l'Elagolix à plus petite dose, on avait moins de patientes qui répondaient. Et pour la douleur pelvienne non menstruelle, on est dans l'ordre de grandeur, d'environ la moitié qui s'améliore, un petit peu plus que la moitié. Et on a les 2 tiers ici là, dans le Relugolix, alors qu'on avait la moitié puis 55 avec le BID. Puis on voit que l'effet placebo est toujours plus important dans la douleur pelvienne non menstruelle parce qu'il y a des composantes là, psychologiques, tout ça. Les profils d'effets secondaires, ben, j'ai essayé de vous résumer ce que moi, je communique à mes patientes quand il vient le temps de choisir un produit. Donc, avec le Dienogest, si on regarde les taux d'aménorrhée, si le but, c'est l'aménorrhée, ben, c'est quand même, il faut être un petit peu patient. Fait qu'on a à peu près 40 d'aménorrhée à 6 mois, 80 à 12 mois. On a un bon taux d'anovulation. Ce pas des gros groupes qui ont été suivis, mais des 40 cycles, aucune ovulation. Là, fait que ça nous donne une idée que c'est quand même un bon effet contraceptif s'il est bien pris. Euh, les 2 effets secondaires principaux, les céphalées, les mastalgies, là, c'est les effets plus que le placebo, là, parce que c'est sûr que je ne vous parle pas de ce qui est comparable au placebo. Puis le niveau d'estrogène qui va être acceptable pour la masse osseuse puis les chaleurs, on ne sera pas trop incommodé. D'un autre côté, si on va avec les agonistes sans hormonothérapie, on va avoir un aménorrhée vraiment, vraiment très élevé, là, au-delà de presque 100 en 2 mois. Là, c'est très rapide pour arrêter les règles. Il faut gérer le flare-up, par exemple. Et on va avoir une bonne anovulation, mais beaucoup de chaleur, insomnie, raideur, des préoccupations importantes de la DMO. Les estrogènes vont être insuffisants, si bien que déjà en 2010, dans le guide de la SOGC, on statuait qu'on devait prescrire de l'hormonothérapie de remplacement quand on commence un traitement au long cours au dépolupron. Si on regarde du niveau des antagonistes, ben, on va avoir avec le Lagolix
des taux d'aménorrhée seulement de 30 à 6 mois avec la petite dose et de 60 à 6 mois avec la grosse dose, des taux d'anovulation là, qui sont clairement pas suffisants pour s'y fier en termes de contraception pour une jeune patiente. C'est sûr qu'une patiente avec une endométriose de stade 4 de 47 ans, là, elle ne tombera pas enceinte, là. Mais si vous avez une patiente plus jeune, là, il faut vraiment, vraiment considérer les enjeux de contraception. Et des chaleurs dans une proportion de 25 à 50 l'insomnie, raideur, les céphalées aussi. Puis les estrogènes vont être soit limites ou insuffisants, dépendant de la dose que vous utilisez, de la durée puis de l'âge. Une patiente qui n'a pas fini de construire sa masse osseuse, ça va nous préoccuper d'abaisser ses estrogènes longtemps. Donc, il faut penser à l'hormonothérapie de remplacement. Tandis qu'avec l'antagoniste, le Myfembree, le Relugolix combiné, ben là, on a un taux d'aménorrhée dans l'endométriose que je n'ai pas réussi à trouver pour l'instant. C'est que dans les études de fibrome, on a 70 d'aménorrhée, mais ce sont des patientes ménorragiques. Donc, c'est probablement beaucoup plus élevé chez une patiente qui n'a pas un utérus déformé qui s'exsanguine à chaque mois, là. Donc, on a quand même un bon taux d'aménorrhée. On a une anovulation. Les chaleurs sont comparables au placebo. Fait que les patientes sont vraiment bien soulagées avec 1 mg d'estradiol, ce n'est pas surprenant. Céphalée comparable aux autres produits, là, au Dienogest. Les estrogènes sont suffisants, mais il faut faire attention avec les contre-indications aux estrogènes parce qu'il n'est pas séparé. Ça a l'avantage que ça vous est sûrement déjà arrivé de prescrire à une patiente un agoniste avec une hormonothérapie de remplacement, de la revoir 6 mois plus tard puis de se rendre compte qu'elle ne l'a pas pris parce qu'elle n'a pas compris que c'était nécessaire, elle allait mieux. Fait que, puis ou même des fois, ça fait plus que 6 mois. Donc là, on peut se dire, ouf, c'était peut-être pas génial pour sa masse osseuse, mais avec le produit combiné, vous êtes sûr qu'elle l'a pris. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire là, sur l'endométriose puis les nouvelles options, les choix de traitement. Un petit mot sur les fibromes utérins. Donc, les fibromes, c'est une condition qui est encore beaucoup plus fréquente. 75 des femmes, si on leur fait des échographies avec les machines qu'on a de nos jours, on va leur voir un fibrome à un moment donné dans leur vie. Par contre, heureusement, ils n'en auront pas tous des symptômes significatifs. Mais pour plusieurs femmes, les impacts vont être physiques, psychologiques et sociaux. On pense aux ménorragies. Donc, alors qu'avec l'endométriose, c'était surtout la douleur, ben là, ça va être vraiment les problèmes de saignement, d'anémie, d'hémorragie. Puis l'anémie, c'est de la fatigue chronique. C'est une diminution du fonctionnement. Comme je leur dis, votre usine, même si des patients, des fois, ne font pas d'anémie, mais votre usine est toujours occupée à rebâtir des globules rouges que vous avez perdus dans la toilette. Votre usine, votre énergie, elle pourrait être mieux utilisée qu'à juste rebâtir des globules rouges. Donc, une patiente qui a 120 d'hémoglobine puis qui a une ferritine à 12, là, elle ne fonctionne pas à son plein potentiel. Les symptômes compressifs, bien sûr, qui peuvent se manifester par de la pression constante, des problèmes d'évacuation, donc faire toujours pipi ou être en rétention, de la constipation ou des symptômes compressifs qui vont se manifester lorsqu'elles font des activités physiques. Lorsqu'ils joguent, ils sentent que ça pèse aux relations sexuelles. L'impact sur la fertilité qui est vraiment importante là, en ce sens qu'il y a les fibromes sous-muqueux qui peuvent contribuer, puis c'est des impacts qui sont difficiles à quantifier, puis les alternatives de traitement nous limitent un peu dans nos interventions. Ça ne veut pas dire que les fibromes ne jouent pas un rôle, mais enlever les fibromes ne réglerait pas le problème. Donc, c'est complexe toute la discussion de fibromes et infertilité. Ça peut avoir un impact sur le travail, les relations sociales, les études. Et ça aussi, c'est bien démontré que ça affecte la qualité de vie. Leurs SF36 sont moins bons. Ça vient d'ailleurs tout juste d'être publié là, dans le Fertility and Sterility, une revue systématique sur l'impact sur la qualité de vie globale et la santé mentale. Nos traitements aussi ont un impact significatif. C'est des grosses chirurgies, des médications prolongées, prennent du fer pendant des années. Donc, en bonne chirurgienne, je commence quand même par vous parler du traitement chirurgical. Les indications d'intervention, ça va demeurer des symptômes hémorragiques et ou compressifs qui ne peuvent pas être soulagés par une médication ou qu'est-ce que la médication est soit inefficace, n'est pas tolérée ou est inacceptable pour la patiente ou qu'il y a un désir de grossesse actif. On a fait quand même beaucoup de travail dans les dernières années pour conscientiser les chirurgiens que d'opérer des patientes anémiques, ça augmente la morbidité chirurgicale. C'est des chirurgies déjà morbides, les chirurgies pour les fibromes. Donc, on a mis l'accent sur l'importance de corriger l'hémoglobine, l'anémie préopératoire
euh, pour diminuer la morbidité chirurgicale. Donc, on a aussi plusieurs papiers qui ont été publiés qui démontrent que le fer oral va être mieux absorbé s'il est prescrit aux 2 jours. Donc, moins d'effets secondaires et une meilleure absorption et une correction plus rapide de l'anémie. Donc, ça devrait être prescrit comme ça. Il est arrivé des nouvelles options aussi de fer parentéral qui sont plus efficaces, qui sont plus facilement accessibles. Puis l'accès s'est développé, là, je pense, dans plusieurs endroits au Canada là, pour corriger l'anémie préopératoire, particulièrement là, avec du fer parentéral. Et il y a aussi une place pour le traitement médical suppressif. Si on ferme le robinet, on remplit avec du fer, on a plus de chances d'opérer des patientes dans un état non anémique. Puis on a eu le temps dans les dernières années de prendre le temps de corriger l'hémoglobine avec la difficulté d'accès au bloc opératoire. Donc, l'éventail de traitement chirurgical des fibromes utérins, ben, s'est élargi et le choix de la procédure va se faire selon le désir de fertilité, l'âge, la taille, la localisation des fibromes. Donc, les myomectomies sont faites par hystéroscopie quand on peut l'adresser directement. C'est une voie privilégiée. Résectoscope électrique monopolaire qui a migré vers le bipolaire dans presque tous les centres, sauf le mien pour l'instant. Et la résection mécanique aussi, là, qui est apparue dans les derniers temps, dans les 5 à 10 dernières années, disons. Ensuite, bon, la laparoscopie qui s'est installée avec des fois une mini-laparotomie, puis les instruments se sont développés pour nous aider là-dedans. La laparotomie demeure quand même là, euh, importante. Là. J'ai fait une myomectomie, une laparotomie en endoscopiste déchu pour un fibrome qui pesait 13 kilos. Là. C'est sûr que là, je n'avais pas l'instrumentation pour me permettre de régler ça autrement. La réapparition de la myolyse vaginale et maintenant laparoscopique qui vient d'être approuvée par Santé Canada par radiofréquence, qui va nous permettre d'avoir des traitements plus ciblés en laissant le myomètre sain, puis en allant traiter les fibromes et en les dessicant plutôt qu'en rendant tout l'utérus ischémique, donc beaucoup moins de douleur, pas d'augmentation du risque de rupture utérine, puis un traitement qui va être définitif ou du moins permanent ou long terme et non pas un traitement qui s'arrête quand on arrête le traitement. Et l'hystérectomie, qui a fait tout un débat dans la morcellation, qu'on a essayé de migrer vers des sacs là, pour ne pas répandre des cellules là, lorsqu'elles peuvent être néoplasiques. Puis toujours une place pour l'embolisation des artères utérines. Donc maintenant, le traitement médical, bien, évidemment, il y a toujours là, lieu d'envisager un traitement empirique du segment utérin anormal. Ce n'est pas parce qu'il y a une ménorrhagie puis qu'il y a un fibrome qu'il y a nécessairement un lien de causalité entre les deux. Et le traitement empirique par anti-inflammatoire, par antifibrinolytique ou par progestatif plus ou moins combiné avec des estrogènes peut aider à réduire le problème sans adresser les fibromes en tant que tels. Mais les traitements spécifiques, ben, on a eu un SPRM de disponible qui causait vraiment l'apoptose cellulaire. Puis c'était intéressant parce que l'effet perdurait une fois le traitement médical arrêté, mais qui a été retiré du marché pour cause là, de toxicité hépatique majeure, mais rare, mais majeure. Et je sais qu'il y en a d'autres en développement, mais pour l'instant, on n'en a aucun là, de disponible là, sur le marché canadien. Donc, dans les traitements spécifiques, on a uniquement les modulateurs de la GnRH. L'agoniste de la GnRH, l'acétate-de-leuprolide que vous connaissez depuis longtemps. Les antagonistes en comprimés oraux, ben, il y a l'Elagolix qui a l'indication aux États-Unis, mais c'est des doses de 300 BID. On n'a pas ces doses-là au Canada, puis on n'a pas cette indication-là, mais on vient d'avoir l'indication pour le Relugolix combiné, donc le Myfembree. Donc, je vous présente un petit peu le résultat des études. C'est des patientes qui étaient ciblées, qui avaient toute une ménorrhagie là, objectivée et d'au moins 160 millilitres. Et on considérait qu'ils répondaient s'ils avaient un volume normalisé, donc de moins de 80 millilitres, et une réduction d'au moins 50 de leur volume entre le début de l'étude. À partir du début de l'étude, fait qu'on avait plus des 2 tiers des patientes là, qui avaient répondu dans les études. Fait que ça, c'est intéressant. Et leur taux de réponse, il perdurait de cycle en cycle. Donc, on a vraiment là, une étude prolongée et les patientes continuent là, de présenter des menstruations qui se sont normalisées. Donc, à 6 mois, le, le, le,
la diminution du flux menstruel était de l'ordre de 80 versus 15-20 dans le placebo. Donc, c'est vraiment des diminutions là, qui sont cliniquement et statistiquement significatives et qui perdurent au bout de 6 mois, qui commencent dès le premier cycle. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Avec les agonistes, on a à vivre le premier flare-up. Fait que quand on voit une patiente à l'urgence avec 65 d'hémoglobine, c'est pas tellement intéressant de lui donner un agoniste qui va potentiellement créer un flare-up. Donc, de pouvoir agir directement, c'est vraiment un gros plus dans notre arsenal thérapeutique. Et dans les paramètres secondaires, les taux d'aménorrhée étaient de 50 là, à 6 mois. Il arrivait beaucoup plus vite que ça, là, mais quand on regarde la photo à 6 mois, 50 de patientes ne saignaient pas du tout. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Si on regarde le volume des fibromes utérins, bien, la meilleure façon de faire réduire le volume de façon significative, c'est de ne pas donner d'hormonothérapie de remplacement. Donc, quand on compare avec les études d'acétate de leuprolyse, c'est des études sans hormonothérapie de remplacement. Donc, on ne rend pas les femmes plus heureuses, mais on rend les fibromes plus petits. Quand on ajoute de l'hormonothérapie, vous allez vous apercevoir que les réductions de volume sont un peu moins importantes. Donc, vous les voyez en orange. À 6 mois, environ 13 le volume des fibromes en tant que tel et les 18 à 1 an. Donc, alors que le volume total de l'utérus va être un petit peu en dessous parce qu'on ne touchera pas le myomètre sain de façon significative. Ce médicament-là doit être débuté dans les 5 premiers jours des règles. C'est vraiment comme ça qu'il est libellé. Et comme il n'y a pas de flare-up, ben, c'est intéressant. La patiente, elle va se le procurer et elle commence à son premier cycle et déjà, ce cycle-là va légèrement s'atténuer, mais le cycle suivant va s'atténuer. Si on veut avoir un bon contrôle des saignements, ça va être efficace rapidement et ça va corriger l'anémie, ça va réduire les symptômes compressifs, les douleurs, même si on n'a pas besoin d'une grosse diminution de volume pour que les patientes se sentent mieux. Et la DMO va se maintenir à plus ou moins 1 là, de sa durée, son niveau initial. C'est assez facile à prescrire et à expliquer, là, parce que quand on prescrit un agoniste, vous allez vous l'acheter, vous le faites injecter par une infirmière. Les premiers jours, vous pouvez saigner plus. Moi, j'allais jusqu'à utiliser un antagoniste off-label les premiers jours pour empêcher le flare-up chez les patients qui me préoccupaient plus. On rajoute l'hormonothérapie après le flare-up par soit le gel ou le comprimé, les deux, le calcium, la vitamine D. Ça faisait quand même là, une prescription qui était longue comme ça, qui était assez compliquée. Fait que c'est un petit peu plus facile, mais faites attention aux contre-indications, aux estrogènes. Donc, en conclusion, nos options sont diversifiées pour traiter les femmes médicalement, les soulager pour leurs symptômes d'endométriose ou de fibrome utérin. Il faut vraiment regarder l'ensemble de la qualité de vie de la patiente, lui prendre le temps de lui expliquer sa maladie, ses options de traitement, les mécanismes de traitement et de la guider dans choisir le médicament qui va être le mieux pour elle dans sa balance de risque-bénéfice. Je leur dis souvent, malheureusement, je n'ai pas de baguette magique, je ne suis pas une magicienne qui peut juste vous enlever vos symptômes puis vous causez aucun problème, mais on va travailler ensemble à ce que votre vie soit meilleure que ce qu'elle était avant. Ça prend une approche individualisée, puis ça peut prendre parfois plusieurs essais. N'oubliez pas de leur parler des 2 grands tiroirs de médicaments que vous avez, puis de les encourager à essayer des choses dans les 2 tiroirs avant de dire le traitement médical, ça ne fonctionne pas pour moi. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter ce soir. J'espère que vous avez appris au moins une chose et que vous avez envie d'interagir, donc soit de partager votre expérience, de me présenter là, des cas cliniques, des défis. Je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Madeleine. C'était vraiment intéressant et puis on a appris plein de choses, je suis certaine. Je vais commencer par les questions du chat, puis après ça, peut-être que si des gens veulent poser d'autres questions, on pourra le faire. Je vais essayer de les regrouper peut-être. En fait, il y a une question qui n'était pas tant une question qu'un commentaire, puis je pense que bon, la réponse est évidente, mais pour les médecins en première ligne, est-ce que ça serait pas une bonne idée d'être mieux informés sur les symptômes de l'endométriose? Médecins en première ligne, IPS, donc tous les gens qui travaillent en première ligne pour favoriser un dépistage précoce de la maladie à l'adolescence des patientes et tout ça. Donc, je pense que la question est évidemment oui. La réponse est évidemment oui, mais c'est une bonne chose de poser cette question-là. Puis je ne sais pas si tu as un commentaire à faire là-dessus, mais je pense que oui, il y a beaucoup, beaucoup d'éducation à faire parce que c'est long avant que nous, on les voit en deuxième et en troisième ligne.
certainement. Mais plus on commence à les traiter tôt, moins on va établir les cercles vicieux de la douleur chronique, hein, au niveau multifactoriel, au niveau biopsychosocial, mais aussi au niveau des implants qui vont se fibroser, puis la maladie va être plus dure à traiter. Mais ça prend une volonté communautaire, hein. En Australie, là, ils ont eu la chance d'avoir une vedette de la télévision, là, une des quatre Wiggles, là, les petites quatre qui chantent colorées, là, qui souffre d'endométriose. Donc, elle s'est mise sur la campagne de sensibilisation de la population à la manière où Julie Snyder nous a parlé de la fécondation in vitro au Québec et où Véronique Cloutier nous a parlé de l'hormonothérapie. Donc, si vous connaissez une vedette qui souffre d'endométriose, on a vraiment besoin de mettre de l'énergie là-dessus. Puis on travaille, là, je le fais en blague, mais on travaille vraiment là, auprès des paliers du gouvernement pour que ça devienne une priorité, comme le cancer du sein, comme le cancer de la prostate. L'endométriose, c'est un fléau. Il faut arrêter de penser que la douleur, avoir mal au ventre, c'est normal. Les femmes sont nées pour avoir mal au ventre. C'est faux. Puis plus on va avoir d'outils de traitements médicaux simples et accessibles, plus on va être capable que les professionnels de premier contact rapidement amorcent un traitement et les patientes nous viennent quand ils ont eu des échecs. Moi, je ne veux pas voir toutes les patientes d'endométriose du Canada. Je n'ai pas du tout besoin de les voir. Je pense qu'il y a énormément de médecins au Québec, au Canada, puis de professionnels d'IPS qui sont capables d'amorcer une prise en charge, mais il faut les conscientiser. Fait que si vous faites au moins un contact avec un OMNI dans la prochaine année pour y parler de l'importance du traitement précoce, ben, on fait un premier pas dans la bonne direction, je pense. Merci. Je vois que Dr Leboeuf a la main levée, mais on va attendre un peu. J'avais dit que je passerais les questions du chat en premier. Gardez votre question pour dans quelques instants. Donc, il y avait une question sur le Visanne. On posait la question si c'est une bonne idée de donner 2 comprimés d'IE si on a l'impression qu'on a une efficacité partielle à un comprimé d'IE. Je ne sais pas si l'efficacité était sur les saignements ou la douleur, mais je vais te laisser Ben, commenter sur c'est les c'est deux. une bonne. En fait, moi, je considère, c'est vrai, ça m'amène que j'avais oublié d'en parler. Quand on dit qu'il faut l'individualiser, on a la sécrétion endogène d'estrogène qui est propre à chacune. Fait que les patientes qui ont un IMC élevé, entre autres, vont avoir plus d'aromatase, plus de conversion périphérique. Si on a un SOPK puis qui se convertissent beaucoup de testostérone en estrogène, ben, c'est pas rare que ces patientes-là vont être moins améliorées par le Dienogest et que je vais doubler la dose, effectivement. Il faut savoir qu'il y a eu des études jusqu'à 20 mg de Visane, donc 10 comprimés par jour. Il n'y a pas plus de thromboses qui surviennent. Ce n'est pas dangereux, c'est juste que ça coûte 2 fois plus cher. Fait que je pense que moi, je suis plus dans le step-up, par exemple. Je vais commencer avec un comprimé, réévaluer la patiente et si elle tolère bien puis elle est insatisfaite, oui, il y a une place, je pense, pour une double dose, là. Tu n'en as pas parlé dans ta liste d'effets secondaires du Visanne, là, on va vider ce sujet-là. Ouais. Est-ce que tu as des patientes, beaucoup qui ont des effets sur l'humeur avec le Visanne? Tous les progestatifs hein, ont Mhm. un effet sur l'humeur, hein. Mm. On voit la grossesse en tant que... Là, on a des dépressions postpartum. Fait il y a des femmes qui sont vraiment vulnérables à ça. Mhm. La façon d'aborder ça, c'est sûr que si on dit à une patiente qui est déjà un peu déprimée de son endométriose, je vais vous donner un médicament, ça se peut que vous vous sentiez plus déprimé. Je ne suis pas certaine que c'est la bonne approche. C'est pas de le cacher. Je pense qu'il faut vraiment valider la patiente qui dit, hey, moi, là, je sens que ça a un impact. Faire attention avec la patiente qu'on a devant nous. Est-ce qu'on veut lui mettre les mots dans la bouche, là? Parce que, Mhm. on n'a pas des milliers d'autres choses à y offrir, hein. Quand on se prive de tout le tiroir des progestatifs, Exact. on a un autre tiroir intéressant, mais les couvertures sont difficiles, l'acceptabilité à long terme, fait qu'il faut faire attention de ne pas refermer le tiroir là, dès qu'il y a un antécédent, mais il faut rester alerte. Il faut surtout, surtout valider la patiente qui rapporte qu'elle a vraiment une détérioration de son humeur. Peut-être qu'elle est gérable, peut-être des fois juste de se faire dire oui, je pense que c'est ça, mais regarde tous les bénéfices que tu as, puis est-ce qu'on peut traiter ou travailler au niveau de l'humeur autrement? Euh, je- je- ils peuvent tous en avoir, hein. Autant, c'est sûr qu'avec le stérilet, il y a moins de progestatifs sanguines, là, mais le lévonorgestrel a quand même une prédisposition à créer des troubles de l'humeur, là. Fait que Merci. c'est vrai. Il est dur à quantifier, par exemple, parce que la Mhm. différence avec le placebo, moi, je ne trouve pas que la littérature est très claire là, sur ils ont 2 fois plus de Mhm. risque de dépression. Là. Il n'y a pas eu tant de suivi dans longitudinal là-dedans.
Parfait, merci. Ensuite, il y a beaucoup de questions que je vais regrouper sur le MyFembury. Qu'est-ce que tu penses de donner Orilissa avec de l'hormonothérapie bioidentique? Parce qu'il y a beaucoup de patientes qui veulent l'hormonothérapie bioidentique par rapport à donner le MyFembury. Que penses-tu de ça? Ben, dans un monde idéal, là, on aurait le Relugolix et à part, parce qu'il a été Mhm. étudié à part, on aurait cette option-là de pouvoir le faire à part, puis de pouvoir choisir l'hormonothérapie en fonction de ce qu'on veut. Là, pour l'instant, on ne l'a pas, puis je ne pense pas que Mhm. c'est dans les cartons parce que le Relugolix, selon moi, est un antagoniste beaucoup plus intéressant. Avec une demi-vie à 25 heures, on a on va vraiment plus chercher l'effet escompté si on veut une suppression complète. Donc, le Orilissa, 202 fois par jour plus de l'ADBAC. Je ne vous dis pas que je ne le fais jamais, mais moi, personnellement, il faudrait que j'aille vraiment mal au ventre pour me taper une pilule le matin, une pilule le soir, un tigel sur une cuisse, puis un progestérone le soir. Là. Après 2 semaines, je pense que je ferai un burn-out. Là. Fait que c'est dur d'avoir une compliance. C'est ça que ça nous prend pour avoir une efficacité. Fait que je pense pas que c'est les molécules qui vont très bien dans ce spectre-là. Bien d'accord. Qu'en est-il de la couverture du Relugolix au point de vue RAMQ, assurance, etc., des coûts? C'est sûr que c'est un enjeu majeur, OK? De la Mhm. même façon que l'Orlissa, qui est Mhm. toujours pas couvert au Québec. Là, je ne sais pas si on a des Mhm. Franco non québécois là, ici, puis que c'est différent dans d'autres provinces. Mais nous, on a la couverture de l'acétate de l'euprolide, puis on n'a pas de Mhm. couverture des antagonistes. Le coût en tant que tel, là, c'est comparable, même que le Relugolix combiné revient moins cher que le dépolupron plus hormonothérapie de remplacement bioidentique. Là. Ça revient moins cher à l'État, ben, à la personne qui le paye, là. Sauf que d'un côté, c'est la patiente qui le paye, de l'autre côté, c'est l'État qui le paye. Fait que pour vous donner un ordre de grandeur, là, ça coûte 300 le Relugolix. Puis là, je n'essaie pas de vous le vendre, là, je vais juste donner l'information. Je pense que c'est important, ça vient, c'est sûr que ça vient en ligne de compte. Actuellement, il y a environ les 2 tiers des compagnies d'assurance qui l'ont à leur formulaire. Et les patientes peuvent aller sur le site chercher un rabais aussi, là. Mais c'est sûr, pour l'instant, c'est un enjeu. Il va falloir faire des pressions auprès des gouvernements pour que ça devienne accessible, là, parce que de se priver du flare-up initial, c'est vraiment intéressant, là. On a la question de quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut donner ça à des gens qui ont le MyFembury toujours là, à des antécédents d'hépatite A, mais anciens, là, il y a plus de 20 ans, Dans la hépatopathie. monographie, ça dit qu'il faut que les enzymes hépatiques se soient normalisées. Mhm. Donc, si c'est une Fait que ancienne qui n'a c'est pas ça. laissé de traces sur la fonction hépatique, on peut le donner. On a une question aussi sur les médicaments discutés aujourd'hui et l'allaitement. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner en allaitement? Qu'est-ce qui est contre-indiqué? Ben, moi, je n'utilise pas là, les modulateurs de la GnRH dans l'allaitement. De toute façon, c'est Pas tant suppressif d'estrogène, l'allaitement, donc en principe, ça traite un peu. C'est ça, exact. Oui. Puis, tu sais, j'aurais peur d'avoir une interaction Mhm. avec l'allaitement, là. Tu sais, c'est sûr, la personne qui a quasiment fini d'allaiter, mais tu sais, on n'a comme vraiment pas de données parce que c'est tellement pas souvent donné qu'appeler au Mhm. centimètre, ils vont vous dire qu'ils n'en ont pas. Par contre, les progestatifs, ça fonctionne bien. Et le Dianogest est plus efficace que le Micronor. Là. Maintenant, on a le Mhm. Cylinde qu'on peut Oui, donner j'allais dans poser la l'allaitement. question sur le Slim, si tu l'utilises, qui est vraiment mieux que le Micronor, là. Ben, de toute façon, le micronore, je ne peux pas croire que je Mhm. m'excuse, là, s'il y en a qui aiment ça, là, mais je pense que c'est mort, là, tu sais, il ne voit pas d'avantage au slim, là, parce que, tu sais, la demi-vie est super Mhm. courte, les Mhm. patients qui saignent, puis, fait que maintenant qu'on a un progestatif seul plus efficace, puis il est anovulant, le micronore n'est pas anovulant. Dans l'endométriose, c'est vraiment pas bon, là. Donc, le Sline ou le Visane serait correct, là. Fait que moi, j'ai des patients qui avaient pris du Visane, on l'a arrêté, ils ont fait des bébés quand ils allaitent, puis que ça commence à faire un petit bout qu'ils allaitent, puis qu'ils ne veulent pas là, des gros cas, ils vont recommencer le Visane, là. Il n'y a pas de raison vraiment de s'inquiéter dans l'allaitement, là, outre mesure. Il y avait une question sur une patiente qui a eu une HTL-SOB jeune. Qu'est-ce que ça serait ton premier choix pour l'hormonothérapie chez cette patiente-là? Un contraceptif combiné.
elle, ça va y prendre un niveau d'estrogène là, au-dessus du. Il faut vraiment la ramener à un niveau physiologique, là. Si on la laisse ben, jeune, mettons moins de 35 ans, là, tu sais, on veut vraiment qu'elle ait un estrogène plus élevé. Si, par contre, ça ne fonctionne pas, ben là, on pourrait, par exemple, y donner un Visane, puis y craquer les estrogènes jusqu'à ce qu'elle soit confortable, par exemple. Euh, OK, j'aime ça. ben, craquer, on se comprend, là, mais tu sais, dans le sens que le Visane est beaucoup plus puissant comme progestatif. C'est une Mhm, bien meilleure mhm. tondeuse à gazon que Oui, le premier tout à trium, fait. là, qui est Mm, quasiment couper le gazon au ciseau, oui. là, le premier trium, là. Fait que c'est sûr que si elle a de l'endométriose, qu'elle prend le Visane comme progestatif. D'ailleurs, j'ai des patientes, moi, qui sont déjà sous Visane, mettons, depuis longtemps, puis là, ils arrivent dans la ménopause. Souvent, dans le début de la transition, on va rajouter Mhm, des estrogènes, on va garder mhm. le Visane à bord pour pas qu'il saigne, puis pour pas qu'il aille mal. Puis là, quand ils seront rendus vraiment plus âgés, on switchera au micronor, au premier triangle, pardon. Une autre question un peu dans la même lignée. Une patiente qui a terminé sa famille, elle a commencé ses traitements vers l'âge de 35 ans, peu importe les traitements qu'on lui a donnés, agonistes, antagonistes. Est-ce qu'on peut garder ces médicaments-là avec du Hadbac jusqu'à sa ménopause? Bien sûr, tout est mieux que de l'opérer, hein? Fait que clairement, Exactement. là, puis en plus, elle a la chance de ne pas vivre toutes les fluctuations de la préménopause. Mhm, Elle va garder sa belle exactement. stabilité. Fait que je pense qu'il n'y a que des avantages. Dans le fond, on traite là, sa périménopause en même temps. Il n'y a pas eu beaucoup de questions sur les fibromes. J'en ai vu juste une où on demandait où on offre la myolyse des fibromes. Bon, ben ça, fait vraiment plaisir de vous en parler parce que bientôt à Québec. Alors, présentement, il y a 3 sites au Canada qui ont commencé à offrir la myolyse laparoscopique. Donc, il y a Regina, Toronto et, voyons, Longueuil, là. Pierre Boucher. Pierre Pierre Boucher. Boucher. Moi, Moi, le j'allais le passé dire. Ouais, c'est Trois-Rivières, ça. là, je suis mêlée, Pierre là. Boucher. Donc, Ouais, c'est ça. C'est à Éric Pierre Boucher. Paradis à Pierre Exact. Boucher. Et Mhm. on va l'offrir là, au CHU de Québec à partir du printemps. Donc, ça s'en vient, ça me semble très prometteur. Euh, Beaucoup mieux que, surtout pour les patientes qui veulent une fertilité, là, parce que Mhm. Exact. il n'y a pas de rupture utérine, il n'y a pas on peut traiter tous les fibromes, mais non pas juste les trois, quatre principaux, parce qu'on ne veut pas faire du thé caché avec l'utérus quand il y a beaucoup, beaucoup de fibromes, là. Euh, les issues de grossesse, il y a moins de troubles il y a pas de troubles de placentation comme il y a dans l'embolisation des artères utérines, beaucoup moins souffrant. En moyenne, la convalescence, c'est 4 jours. Là, je n'ai pas mes propres patientes, là, je parle de ce que je lis, là, mais ça semble très intéressant dans notre arsenal là, de. On était Par dû contre, on pour ne du peut pas nouveau en faire des gros, fibrome. gros fibromes avec ça, par contre. C'est ça. C'est très, très C'est long. Mais pas. je pense qu'il va C'est. peut-être y avoir une approche combinée. Là, j'ai l'impression, moi, Ouais. mettons un gros, gros fibrome qu'on va approcher soit par. Moi, je fais beaucoup de laparoscopie mini-lap pour reconstruire Mhm. l'utérus et qu'on va après, au lieu de faire plein d'incisions en disant tant qu'être là, on va enlever les Mhm. autres, ben, qu'on va aller myolyser les plus petits pour avoir une chirurgie qui va perdurer, là, puis qui ne récidivera pas dans 2 ans. Parce que c'est quand même Mais une bon, population assez restreinte là, de gens qui sont symptomatiques avec des fibromes qui sont pas très gros et qui veulent garder leur utérus. Tu sais, ça ouais, commence à ouais. être, c'est pas pour tout le monde là. C'est, Mais j'ai hâte de voir parce que c'est beaucoup, Mhm. beaucoup moins morbide qu'une Ben hystérectomie oui, aussi. ben oui, Parce tout à que, tu fait. sais, avec 4 jours de convalescence, là, mettons les femmes Mhm. sur le marché du travail qui ont pas le goût d'attendre longtemps, là, fait que, à voir. On pourra s'en Mhm. reparler là, quand j'aurai de Ben l'expérience. oui, Et là, je ben parle un peu à oui. travers mon chapeau. Là, en endométriose, j'ai plus d'expérience. Ça. Nous aussi, on est sur la liste d'attente pour avoir ça un jour. On va l'avoir à Maisonneuve-Rosemont. Je pense que j'ai passé à travers les questions. On a un petit peu débordé de quelques minutes. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu? Euh, Je pense qu'il y avait Pas Docteur Leboeuf répondu, qui avait c'est-à-dire levé que je sa n'ai main, pas mais je ne sais pas posé. Je s'il est m'excuse, c'est parti. pas moi qui ai répondu aux questions. Je me suis mal exprimée. Des questions que je n'aurais pas posées, pardon. Pas de problème. Je pense qu'il y avait Je pense Docteur qu'on a Leboeuf fait. qui avait levé la main. Oui, Je ne sais pas mais s'il là, a il a encore sa question. délevé, fait que je ne sais pas s'il voulait parler encore. Puis là, j'ai regardé, puis personne n'a levé la main. Donc, c'était peut-être une erreur de Python, je ne sais pas.
Ben, je pense que ça fait le tour. Ben, Bon, merci ben, j'espère que ça beaucoup. vous a été utile. Oui, merci, Dr. Lemire, c'était excellent. Merci pour les questions. Merci à la SOGC d'avoir permis cette présentation. C'était vraiment agréable. On a appris plein de choses. Je pense que les gens ont vraiment apprécié. Il y a eu beaucoup de questions. Il y a plein de petits applaudissements. Donc, merci beaucoup, Myriam. Madeleine, pardon, c'est toujours un Ça plaisir. fait plaisir. Bonne semaine, tout le monde.